il y a quelques jours, une maman et son fils ont été emportés par les eaux, soi-disant des avenues mal aménagées pour orienter les eaux. Qui est responsable? 20 ans de grands travaux, pas de démission, endettement massif du pays, enrichissement illicite des responsables des grands travaux, y compris de l'ensemble du gouvernement. D'ailleurs, des fortunes colossales, alors que il y a un budget pour l'équipement. Le budget de l'équipement représente 5%, c'est-à-dire 122 milliards pour 2023. Dans le projet du budget, l'équipement représente 122 milliards des 2400 milliards des recettes budgétaires. Vous parlez des hôpitaux, c'est 200 milliards, ce qui est prévu pour 2023, sur les 2400 et quelques milliards, donc 8% du budget. Qu'est-ce qu'on en fait? Les Congolais, leurs ressources sont prélevées pour entretenir les hôpitaux, c'est-à-dire les agents et les équipements. Quand ils vont se soigner, on leur sert un service privatisé, puisqu'il faut qu'ils achètent tout. Les fortunes colossales pour les membres du gouvernement et des institutions, vous en avez des preuves? Et les 14 000 milliards pour les générations futures sont partis. Ils sont partis. Dans la gestion de l'État. Ah bon? Mais où sont les routes? Où sont les hôpitaux en bon état? Nous sommes dans un pays d'Afrique équatoriale, où nous avons des salles de classe dans les écoles publiques qui n'ont pas de table-banc. Comment expliquer ça? La réalité est têtue, justement. 2023, ce n'est pas une année où il faut promettre aux Congolais une bonne santé, le progrès technique, etc., etc. Ça n'arrivera pas. Il faut dire aux Congolais qu'ils ont besoin de la résilience, c'est-à-dire de la résistance. 1. 2. De la lucidité. 3. De l'action. Donc le peuple africain, le peuple congolais doit se battre, doit jamais dormir. S'il dort, on va le martyriser. S'il dort, on va le dominer. Il faut continuer sans cesse à lutter. C'est qu'à cette condition, de cette répétition sans fin, que la victoire sera au rendez-vous. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un programme spécial avec le président de Imoja. Eh bien, il nous expliquera ce qu'il s'agit, ce que veut dire Imoja. En 2022, au Congo-Brazzaville, la situation a été dense, politiquement, socialement, mais aussi économiquement. Et nous allons faire comme une revue de tout ce qui a été dit, surtout le vœu du président de la République, un message dense, particulier et singulier que le président de Limoja voudrait bien commenter dans ce programme spécial. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Enda Diogène Seni, président de la Ligue panafricaine Umoja, qui est notre parti politique. La Ligue panafricaine Umoja est un parti, comme je l'ai dit, qui a une particularité, c'est un parti panafricaniste. Nous avons créé ce parti en décembre 2020, officiellement déposé à la préfecture en janvier 2021, et tout de suite nous avons mis le pied à l'étrier, puisque nous avons rejoint dès cet instant le groupement de l'opposition, la dynamique D29, on appelait à l'époque, qui demandait le boycott de l'élection présidentielle en 2021. Et ce choix a été un choix judicieux pertinent quand on voit les résultats de ce qu'est sorti de ces urnes, enfin, en tout cas de cette consultation électorale en 2021. En 2023, on a le temps, on a le recul nécessaire pour voir que, en fait, cette élection était une vraie mascarade. Une vraie mascarade. C'est quoi Imoja? Umoja veut dire unité en Swahili. Nous sommes un parti panafricaniste, comme je l'ai dit. Ligue panafricaine Umoja, nous mettons tiré et on dit Umoja. Donc en fait, c'est interchangeable. On aurait pu s'appeler simplement unité, puisque Umoja veut dire un en Swahili, unité. Et Ligue panafricaine en français, ça veut dire unité des panafricanistes. C'est la même chose. Donc nous appelons Ligue panafricaine Umoja, donc tiré Umoja, Congo, précisément. Notre objectif, c'est de nous battre aux côtés des Congolais pour résoudre les problèmes des Congolais, les problèmes que vous connaissez tous, problèmes de l'eau, de l'électricité, d'avenir, du futur, etc. Mais aussi de nous battre dans une perspective panafricaniste. Parce que nous estimons que le Congo, allez, petit pays lilliputien, comme la plupart des États africains, c'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, quand on regarde les grandes masses géopolitiques, géostratégiques, comme l'Inde, puissance
commerciale, puissance nucléaire, la Chine, puissance commerciale, puissance nucléaire, les États-Unis, il faut bien s'en rappeler, plus de 50 États réunis, puissance nucléaire, puissance économique, puissance militaire, la Russie, puissance commerciale, puissance économique, puissance militaire, nucléaire, l'Union européenne contient en son sein des pays qui sont aussi nucléaires, puissance commerciale, alors que valent à ce moment-là les pays africains, pris individuellement. Il faut être lucide pour ne pas amener nos populations dans des impasses. Il faut résoudre les problèmes internes à chaque pays, mais pour exister dans ce monde actuel tel qu'il est organisé, nous devons constituer des grands ensembles politiques. Alors, le 28 novembre dernier, la République du Congo a célébré son 42e anniversaire. Vous étiez invité. Qu'avez-vous gardé du message du président de la République à cet effet? Alors, nous n'étions pas invités et nous n'en sommes pas surpris, puisque nous ne sommes pas si inconnus que ça, puisque nous avons fait partie, comme je vous ai dit, de l'opposition qui a contesté l'élection présidentielle en 2021. Mais bon, on n'a pas fait la demande non plus. Ceci dit, cette cérémonie doit interroger. Dans la chronologie historique, la République a été déclarée avant l'indépendance. C'est-à-dire que le 28 novembre, c'est 58 ou 58, Ouais. voilà. Donc, quelques temps plus tard, nous avons célébré donc l'indépendance en 1960. Est-ce qu'on n'a pas le droit de s'interroger que vaut une république sans indépendance? Parce que cette république a été déclarée alors que nous sommes encore dans le cadre de la communauté française. On passe un peu trop vite à côté de ces questions, qui sont des questions finalement essentielles pour comprendre d'où nous sommes partis. Donc la République, oui, mais quand en 2023, nous en sommes encore à parler de la souveraineté, est-ce qu'il peut y avoir République sans souveraineté? C'est la question. Alors, vous n'avez pas été invité. Est-ce normal que vous ne soyez pas invité alors que nous célébrons la fête de la République? Vous êtes Congolais, oui ou non? Ah, bien évidemment. Et, que je ne sois pas invité parce que le gouvernement a décidé que dans la liste des dirigeants de partis politiques, il y a des critères, ceux qui sont plus proches ou plus éloignés. Enfin, en tout cas, c'est le choix du gouvernement. Les cérémonies publiques, c'est de l'ordre de l'exécutif. C'est à l'exécutif qu'il faut poser la question. Nous ne sommes pas demandeurs, nous sommes un parti d'opposition. Donc, pas de problème à ce niveau. Depuis 2009 jusqu'à ce jour, le président de la République ne cesse d'interpeller les parlementaires, les juristes au sujet de la corruption. Ça vous dit quoi? Les parlementaires, les juristes ne veulent pas faire la volonté du chef de l'État? Bon, il faut être très sérieux. Le président de la République doit d'abord prendre très au sérieux ses propres messages avant de multiplier des messages qui tournent au ridicule en réalité. Tout le monde sait que ce pays en matière de démocratie, en matière d'équilibre des pouvoirs, a un gros déficit. Le président a un pouvoir finalement très important. C'est lui qui nomme, qui révoque, en réalité qui fait ce qu'il veut. C'est en cela que le Congo d'ailleurs, l'indice de démocratie est classé 3 sur 10, 137e pays sur 167. Donc c'est une belle farce que de nous dire que les gens ne veulent pas exécuter. Est-ce qu'il ne s'agit pas de messages d'instrumentalisation aussi, d'ailleurs, pour dire que le président est pour la corruption sont ses collaborateurs qui sont contre? Alors, qui nomme qui? Si vous étiez à sa place, qu'allez-vous faire alors? Ah bah, si j'étais à sa place, d'abord, il faut faire vivre la démocratie, il faut faire vivre l'équilibre des pouvoirs. L'exécutif doit laisser le Parlement fonctionner, le judiciaire fonctionner, et quand on parle même du quatrième pouvoir, de la presse, la liberté d'opinion, puisqu'on sait que les opposants au Congo ont le tarif, comme en Côte d'Ivoire, 20 ans d'emprisonnement, comme le général Mokoko, etc., etc. Non, il faut d'abord faire vivre la démocratie, si j'étais à sa place. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas personnel. Le pouvoir a des contre-pouvoirs. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, ben, on est dans un régime autoritaire. D'ailleurs, l'indice de démocratie, qui nous classe parmi les pays autoritaires, ne se trompe pas. Quels sont les exemples que vous avez pour dire que la démocratie n'existe pas au Congo? Argumentez-vous cela. Bah, bien sûr. Allez-y. Mais écoutez, vous avez la dernière élection législative qui a eu lieu en juillet 2022. C'est l'élection de la honte. On n'avait jamais atteint ce niveau comment on appelle ça, où les Congolais ont organisé la fraude de façon si décomplexée. On n'avait jamais vu ça au Congo.
Ce qui veut dire que la concertation qui a précédé, la concertation de Wando, est une vraie escroquerie politique. On a vu de nos yeux comment les fraudes ont été organisées sans vergogne, où les chefs de district, les maires, les préfets, toute la chaîne était impliquée dans la corruption, en tout cas dans la fraude électorale, contre la loi électorale. Mais ce n'est pas étonnant, le chef de l'État, il est chef du Parti congolais du travail, le président de l'administration des Sceaux, ce qui est en violation de l'article 80 de la Constitution. Alors, quand lui-même ne respecte pas la Constitution, comment voulez-vous que ces ministres qui sont, pour la plupart, et celui qui organise les élections, membres du comité central ou du bureau politique, comment voulez-vous que les préfets qui sont aussi des partisans, membres du parti, comment voulez-vous que les autorités administratives qui sont des zélateurs, des cerbères de ce système, fassent différemment? Non. Le mal vient d'en haut. Le mal vient d'en haut, vous le dites si bien, mais la démocratie fonctionne, puisque les élections sont organisées à la date échue. Ça dépend de ce qu'on appelle démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est la date de l'élection qui compte ou c'est le contenu? C'est-à-dire que l'avant-élection, est-ce que l'avant-élection, on a pris en compte les revendications des uns et des autres? Les élections ne sont pas organisées pour le pouvoir, pour le parti au pouvoir, c'est organisé pour les Congolais. C'est pour que les Congolais librement choisissent leurs représentants. Or, si on le fait pour que le pouvoir s'assure toujours d'avoir la majorité, on est mal parti, et nous sommes mal partis pour ça. Et vous dites ce matin que vos revendications ne sont pas prises en compte. En ce moment-là, que faut-il faire? Il faut s'organiser. Nous sommes dans une lutte politique, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pour cela que 2023, ce n'est pas une année où il faut promettre aux Congolais une bonne santé, le progrès technique, etc., etc. Ça n'arrivera pas. Il faut dire aux Congolais qu'ils ont besoin de la résilience, c'est-à-dire de la résistance. 1. 2. De la lucidité. 3. De l'action. C'est-à-dire, quand vous dites aux Congolais qu'ils vont bien, ils auront des belles voitures, ils auront des belles maisons, ils n'auront plus de coupures d'électricité, ils n'auront plus des morts comme on en compte dorénavant à chaque pluie, alors que nous sommes dans une zone tropicale équatoriale, donc les pluies font partie de notre écosystème, ben vous organisez ce qu'on appelle la fatalité, le défaitisme. Il faut dire aux Congolais que 2023, c'est d'abord et avant tout la résistance. Deuxièmement, la lucidité, être lucide. Le responsable des malheurs des Congolais, ce n'est pas l'oncle sorcier, la tante sorcière. C'est un exécutif qui a confisqué les moyens, les ressources de l'État congolais et qui les prive, qui prive les enfants, qui prive les hôpitaux, qui prive les écoles, qui prive les chômeurs de travail, qui prive les retraités de leur pension. Est-ce que vous êtes en harmonie avec le peuple, vous les partis de l'opposition? Ça dépend de quelle harmonisation on parle. Vous savez qu'un parti politique aujourd'hui, pour exister, c'est un chemin de croix, c'est-à-dire qu'il faut être implanté dans l'ensemble des départements, il faut des sommes extrêmement importantes pour déposer les dossiers à la préfecture, etc., etc. Tous ces éléments qui sont mis en place, c'est pour mettre en difficulté les partis politiques. Il faut se poser la question. Le PCT, le Parti congolais du travail, n'est pas en conformité avec la loi, puisque le chef de l'État lui-même, il est président d'un parti politique. Il a été reconduit en 2019, en décembre, par le congrès du PCT. Par 2500 délégués, dont le chef du Parlement, en tout cas de l'Assemblée des deux chambres. Donc tout le monde est concerné par cette violation de la loi. Pourquoi voulez-vous que les partis politiques d'opposition, qui n'ont aucun moyen, puissent être en conformité avec la loi, quand le parti qui s'accapare des richesses, des ressources nationales n'est pas en conformité? Alors si vous étiez au PCT, qu'allez-vous faire par rapport à cet argument? Cette analyse contrefactuelle n'arrivera pas, parce que le PCT... si vous étiez au PCT... Non, le PCT, je n'y serai pas. Enfin, en tout cas, je ne serai pas membre du PCT. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont membres du PCT et qui sont pleins sont responsables de leurs choix. Ils ont fait des choix volontaires et qu'ils assument jusqu'au bout. Donc, ça, c'est aux membres du PCT de répondre à cette question. Les inondations par là, Mordom par ici, les avenues crévassées. Mais les inondations, ça pose le problème. Regardez, en décembre, il me semble qu'on avait fêté, le chef de l'État lui-même a célébré ou a présidé une cérémonie d'autosatisfaction sur les 20 ans des grands travaux. Il y a quelques jours, une maman et son fils ont été emportés par les eaux, soi-disant des avenues mal aménagées pour orienter les eaux. Qui est responsable? 20 ans de grands travaux, pas de démission, endettement massif du pays,
enrichissement illicite des responsables des grands travaux, y compris de l'ensemble du gouvernement. D'ailleurs, des fortunes colossales, alors que il y a un budget pour l'équipement. Le budget de l'équipement représente 5%, c'est-à-dire 122 milliards pour 2023. Dans le projet du budget, l'équipement représente 122 milliards et 2400 milliards des recettes budgétaires. Vous parlez des hôpitaux, c'est 200 milliards, ce qui est prévu pour 2023, sur les 2400 et quelques milliards, donc 8% du budget. Qu'est-ce qu'on en fait? Les Congolais, leurs ressources sont prélevées pour entretenir les hôpitaux, c'est-à-dire les agents et les équipements. Quand ils vont se soigner, on leur sert un service privatisé, puisqu'il faut qu'ils achètent tout. Voilà la réalité de ce système en 2023. Les fortunes colossales pour les membres du gouvernement et des institutions, vous en avez des preuves? Et les 14 000 milliards pour les générations futures sont partis. Ils sont partis. Dans la gestion de l'État. Ah bon? Mais où sont les routes? Où sont les hôpitaux en bon état? Nous sommes dans un pays d'Afrique équatoriale, où nous avons des salles de classe dans les écoles publiques qui n'ont pas de table-banc. Comment expliquer ça? La réalité est têtue, justement. Et quel est le programme d'Imoja pour 2023? Ah, le programme d'Imoja, Ligue panafricaine d'Imoja pour Congo pour 2023, d'abord c'est de poursuivre l'implantation du parti. Nous sommes des partis d'opposition autofinancés, alors que la démocratie nécessite que les instruments qui l'animent soient pris en charge, justement par le budget, puisque la démocratie fait partie de ce que la Constitution reconnaît. Donc il faut que les instruments qui animent la démocratie, je pense aux structures de la société civile, les partis politiques doivent être soutenus, mais ce n'est pas le cas. Donc nous allons continuer, avec nos moyens, de nous implanter dans le pays, d'animer la vie publique. L'année dernière, 2022, nous avons organisé des séances publiques de conscientisation, ce que nous appelons les dimanches du panafricanisme, par exemple. En 2021, nous avons rejoint, comme je vous l'ai dit, la dynamique du 29 janvier, dès 29, où nous avons été au même titre que les autres partis, c'est-à-dire les groupements, le FROCAD, l'IDC et les autres partis comme l'UPC, le PAP, etc. Nous avons contesté l'élection présidentielle, on nous a interdit le meeting. Donc, la Ligue panafricaine d'Imoja est dans un pays qui est un bastion de la France-Afrique, un régime autoritaire, qui va se battre, comme tous les partis. En fait, lucide, hein. Nous ne sommes pas dans une démocratie abstraite, ou non, nous sommes dans un contexte de combat. Point. Sur 12 départements, où êtes-vous, avec combien de membres? Alors, nous sommes dans quelques départements, honnêtement. Nous sommes dans la Gunza, nous sommes à Brazzaville, c'est un département, on est d'accord. Voilà. Oui. Et dans les autres départements, nous avons des missions qui font le travail. Nous ferons le point d'ici là, puisque nous sommes en train de préparer notre congrès dans un an. À cette occasion, je vous donnerai tous les éléments possibles pour ça. Et vous allez passer la main ou vous garderez le poste? C'est le parti qui va décider. Hein. Si il y a des candidats qui sont prêts pour prendre la suite, si je ne suis plus en état de le faire, d'autres personnes, d'autres cadres le feront, c'est normal. Alors, qu'est devenu votre projet de création de plateforme avec d'autres partis politiques? C'est encore d'actualité? Je pense à l'UPC, au PAP, à la Renaissance. Vous êtes à quel niveau? Le programme est toujours là. C'est-à-dire que depuis que la dynamique des 29 avait atteint, entre guillemets, ses objectifs, puisque nous sommes réunis pour contester l'élection présidentielle, nous sommes dans les activités de discussion quotidienne, permanente, avec les autres partis. La particularité du groupement d'opposition que nous voulons créer, contrairement, en tout cas avec ma modeste expérience, que nous sommes en train de vivre, c'est que nous voulons créer des groupements, cette fois-ci, qui ont une certaine convergence idéologique. Un minimum de convergence idéologique. Parce que au premier secousse, on voit bien que les groupements éclatent. Donc, nous prenons le temps de discussion idéologique. Ça peut paraître paradoxal dans une situation où, en réalité, la situation des Congolais, ça nécessite beaucoup de travail, d'urgence. Hein. Nous sommes en situation d'urgence, mais il faut prendre le temps de le faire. Umoja discute avec le FROCAD, avec l'IDC, avec la fédération, en gros, de l'opposition congolaise, avec les partis comme le PAP, le Parti Renaissance. Enfin, en tout cas, nous sommes en discussion permanente. Alors, vous critiquez la gestion des pouvoirs publics.
Si vous est donné la possibilité d'être membre du gouvernement, par où allez-vous commencer? Je pense que cette manière de poser les questions, c'est, en tout cas de poser le problème, hein, c'est de faire fi des dynamiques. Euh, En tout cas de façon personnelle, je n'entends pas exercer une fonction de façon personnelle. Non, ce sont des équipes, ce sont des politiques, ce sont des visions. C'est dans ce cadre-là que je peux répondre. Notre cadre à nous, en tout cas, nous avons des perspectives très précises. Nous disons que ce pays mérite de rediscuter une vraie constitution qui va non seulement consacrer l'état de droit, pas dans les mots seulement, avec des dispositifs d'applicabilité très clairs, une constitution aussi décoloniale. Nous sommes dans un pays néocolonial. Je pense que je ne vous apprends rien, que nous n'avons pas la souveraineté monétaire, nous avons la monoculture, notre principale ressource budgétaire est contrôlée par une multinationale qui s'appelle Total, qui est un État dans un État. Donc tous ces éléments-là n'ont jamais été traités de façon précise et sérieuse. Pour nous, c'est une préoccupation fondamentale. Ce pays a connu beaucoup de désordres, des massacres de masse. Si nous avons le pouvoir, en tout cas, si nous sommes aux affaires, il faut mettre en place un vrai système de justice, parce qu'il n'y aura pas d'unité sans justice. Donc il y a tout un train de choses à faire. Par exemple, vous en parlez, nous nous plaignons tout le temps que nous sommes un pays dépendant, etc. Nous mettrons en place un ministère de la décolonisation pour finir avec la colonisation. Parce que c'est pas gai que des gens comme vous et moi, aussi grands, aussi formés, comme tous les autres, qu'on se plaigne tout le temps que nous ne sommes pas indépendants. En fait, si on ramenait le problème à l'individu, c'est pour dire que je ne suis pas autonome, je ne suis pas, entre guillemets, responsable. Or, l'autonomie, la souveraineté, c'est d'abord la responsabilité. Donc il faut organiser notre responsabilité. Il faut mettre en place un ministère de la décolonisation, pas pour faire genre, pas pour titiller la France, pas pour... Non, il faut en finir avec la décolonisation. Il faut traiter le problème du tribalisme, parce que le problème du Congo est à double niveau. Il y a des causes endogènes et des causes exogènes. Dans les causes endogènes, nous avons une élite, une caste, ce que l'opposition, la fédération de l'opposition a qualifié un lobby tribal, avec sa clientèle qui a pris le contrôle du pays. Ça, ce sont les causes endogènes que nous devons combattre. Mais ne jamais oublier que ces lobbies n'existent que, ne font fortune, ne prospèrent que parce qu'il y a des parrains internationaux. Dans notre cas, c'est Total, c'est la France. On peut le dire librement. Et j'espère. Un jour au pouvoir, Imoja va appeler le peuple congolais à un nouveau référendum. Le projet existe-t-il déjà? Il faut mettre en place des outils pour faire vivre la démocratie. Il ne faut pas faire des projets gadgets. Il ne faut pas que le peuple s'exprime sur tout, sur rien. Non, il faut réfléchir à des vrais moyens de faire vivre la démocratie. Par exemple, nous sommes favorables au Moja pour qu'il y ait ce qu'on appelle des démocraties au niveau des communes, que les gens élisent leur maire de façon concrète. La décentralisation que vous voulez pas. Mais plus que cela, c'est-à-dire qu'il y a par exemple la notion de budget participatif. Le budget participatif, c'est que un budget de la municipale, de la mairie, doit prendre en compte, par exemple, les préoccupations des associations de quartier, etc. Il faut amener la démocratie au ras du sol. Donc voilà. Donc il ne faut pas faire des gadgets, des référendums, des choses comme ça. Non. Il faut réfléchir à des vrais dispositifs pour que le pouvoir ne soit pas personnel au Congo. Mais malheureusement, le système démocratique que nous avons, quand vous prenez la Constitution, vous avez à tour de bras, état de droit, ceci, cela, état souverain, etc., etc. Mais dans les faits, ça n'existe pas. Donc ce n'est pas tant les textes, ce sont les dispositifs concrets qui rendent la démocratie réelle. Certainement que vous avez discuté, échangé au sein de votre parti de la question, le phénomène bébé noir, américain par-ci, arabe par-là. Si vous est demandé de faire une contribution au pouvoir public, avez-vous une mouture? Mais le problème de l'insécurité en général, d'ailleurs on l'a vu en 2022, l'un des faits marquants, c'est que dans la hiérarchie policière, il y avait des responsables de la police qui étaient impliqués dans ce système. J'espère que vous vous en rappelez, hein. Morgan, etc. Ils représentaient la force publique. Donc, les Congolais avaient déjà cette intuition par le passé. Ils disaient, mais c'est pas possible. Comment se fait-il qu'un pouvoir si armé, si répressif n'arrive pas à venir à bout de ces quelques menus frétins qui rendent la vie difficile aux Congolais? Mais il suffit que l'opposition se lève, allez, c'est 20 ans de prison, allez, etc. Mais quand c'est des... Comment les Congolais avaient cette intuition? Cette affaire a prouvé qu'effectivement, nos forces publiques
sont gangrénés par des bandits. Il y a un gangstérisme dans nos forces publiques. Ce n'est pas tous les policiers, bien entendu, hein, ce n'est pas toute la force publique. Mais cette affaire a montré à suffisance que nous avons, dans les rangs de la police, comme dans la fonction publique, comme dans la santé. En fait, en réalité, il n'y a pas un secteur au Congo qui n'est pas atteint par cette déliquescence générale. Oui, vous faites bien de nous rappeler cette affaire de Mère Alice, où les officiers de police sont incriminés, mais on a l'impression que l'affaire a été rangée dans les placards, M. Diogène. Et vous savez qu'une des organisations des droits de l'homme, il y a ce mois de décembre, a publié un communiqué, c'est de M. Nzila, si je ne me trompe pas, qui dénonçait le fait que au commissariat de Ngoyo, le commandant qui gère ce commissariat a refusé d'obéir aux ordres du substitut du procureur qui demandait qu'un détenu, en tout cas qu'un prévenu, soit transféré, malgré ce qu'on appelle le soit transmis, au commissaire, enfin, au tribunal, pour que l'affaire. Alors déjà, ses droits étaient bafoués, etc., etc. Et ce commandant disait qu'il avait reçu les ordres de sa hiérarchie. Alors la police, normalement, le commissariat est sous les ordres du parquet. Et là, il y a un autre ordre qui intervient, qui vient donc violer ce que la loi a mis en place. Mais ça, c'est l'exemple type dans ce pays où, en réalité, l'état de droit, ce ne sont que des mots. L'année qui s'achève a été comme une année sacre pour la femme, avec l'adoption de la loi Mouébara. Vous connaissez quelque chose de cette loi? Bon, concrètement, le problème de l'égalité homme-femme, le problème des droits de la femme, c'est beaucoup plus sérieux que ce que nous avons vu. Il faut ne pas politiser ces problèmes-là. Il faut les traiter de façon beaucoup plus sérieuse. Cette loi a fait finalement gadget. Est-ce que vous avez remarqué quelque part que les droits, en tout cas le traitement de la condition féminine avait changé dans les administrations, dans le traitement? Par exemple, les salaires. Les femmes qui ont souvent le même diplôme, quand vous arrivez dans une entreprise, vous êtes systématiquement dévalorisé par rapport à l'homme. Pour quelle raison? Là, on peut faire une loi concrète pour voir ça. Donc, il y a des problèmes beaucoup plus sérieux plutôt que cet enfumage, excusez-moi. Pour vous, c'est de l'enfumage. Absolument. Qu'allez-vous faire alors si vous avez été demandé de proposer quelque chose de sérieux pour la femme? Absolument. D'abord, il faut recenser les structures qui défendent les droits des femmes dans le pays. Il faut doter ces structures-là de moyens. Est-ce que vous savez que l'avortement dans ce pays est condamné? Combien de jeunes filles meurent d'avortement clandestin, etc. Est-ce que c'est normal dans un pays au XXIe siècle qu'on ne donne pas à la jeune fille, à la jeune femme, la possibilité d'organiser son avortement de façon légale dans un hôpital? Vous trouvez ça normal que nos filles meurent encore d'avortement dans les conditions complètement... C'est pas normal. Vous voyez, il y a des problèmes beaucoup plus sérieux. Donc ça, c'est de l'enfumage, je suis vous en prie. Alors, parlons de la culture. Vous êtes un amoureux du livre, certainement. Absolument. Quel est votre regard de la culture congolaise, en commençant par l'écrivain, l'artiste et musicien, le peintre, le conteur, le modéliste, et j'en passe. En fait, en réalité, il faut une vraie politique culturelle. Si on prend le problème par bout, par la situation de l'écrivain, la situation de l'artiste, je pense qu'on voit mal le problème. Il faut qu'il y ait une place, en tout cas fondamentale, donnée à la culture dans une vraie vision politique. Il ne faut pas le sous-traiter comme on le voit. Quand on regarde, par exemple, les institutions comme l'école, en général, sur 10 établissements, vous trouverez peut-être pas un établissement avec une bibliothèque. Ça pose déjà des problèmes. Pour être écrivain, il faut commencer déjà à lire. Il faut avoir la disposition des ouvrages. Quand vous allez au centre culturel français, Institut français du Congo, l'Institut français du Congo, les quelques jeunes africains congolais qui s'intéressent à la lecture, c'est là-bas que nous y vont. Mais vous connaissez aussi le problème de la domination culturelle. Ces centres mettent à disposition, ce n'est pas de leur faute, mais nous avons un ministère de la Culture. Comment se fait-il que le ministère de la Culture congolais ne peut pas... Il y a un budget, hein, si vous regardez le budget, vous allez voir. Je n'ai pas en tête l'affectation qui est réservée au ministère de la Culture, mais on fait quoi de ces budgets-là? Nous avons des communes partout, nous avons des structures municipales un peu partout. On peut décentraliser l'accès à la culture. La culture va aussi avec le sport, hein, en général. Hein. Donc, il faut une vraie vision. Et ça n'existe pas aujourd'hui, malheureusement. Il n'y a pas de lieu pour se produire. Souvent, les gens, quand ils veulent présenter un ouvrage, ils vont dans les cercles privés et qui coûtent excessivement cher.
c'est normal puisque c'est une structure privée. On ne peut pas faire la promotion de la culture au XXIe siècle en le privatisant comme ça, en l'abandonnant. C'est une vraie fonction régalienne de l'État, car la culture participe justement de la modernisation, de l'évolution des pays. Faites-nous la confidence. Quel est votre dernier auteur et de quoi parle-t-il? Ah, bon, c'est une bonne... en ce moment, je suis en train de lire des livres plutôt techniques, des livres plutôt qui vont vers le domaine du management. Je suis très intéressé par ce qu'on appelle le management international interculturel, qui est l'une de mes spécialités d'ailleurs. Et donc, je suis plutôt dans ces ouvrages techniques. Mais bon, si je devrais faire référence à un ouvrage beaucoup plus général que je lis en ce moment, que j'ai lu, en tout cas la dernière fois, mais encore un peu technique, hein, c'est plutôt dans le domaine de l'économie, notamment un ouvrage écrit par deux auteurs, Damien Millet et, alors j'oublie l'autre, mais ce sont ceux qui animent la structure qu'on appelle CADETEM, Comité international, Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. J'aime beaucoup leurs travaux. D'ailleurs, j'en profite pour appeler les Congolais à s'intéresser à leurs travaux parce qu'ils traitent de la dette, du caractère odieux des dettes africaines, qui, par ailleurs aussi, a un problème, enfin, pose un problème, un impact, pardon, sur notre souveraineté. Hein. C'est bien de croiser les lectures, les situations de l'Amérique du Sud, de la Grèce, etc., pour bien comprendre en quoi est-ce que la dette dite odieuse est un instrument de domination des peuples. Y a-t-il un auteur congolais que vous aimez et lequel? Ah, sur les auteurs congolais, je dois avouer que Patrice Yengo, j'ai lu Patrice Yengo, ses analyses sont très intéressantes, une belle plume. Et puis après, les auteurs congolais sont très polémiques. C'est-à-dire que la culture au Congo est très politique. Quand vous citez un auteur, automatiquement, les gens qui ne sont pas très nuancés vous classent là, vous classent ici, etc. Le Congo a des courants idéologiques au niveau des auteurs que j'inviterai tous les Congolais à lire. Il faut lire autant les Makutambuku, il faut lire Théophile Obenga, il faut lire les Mambaku, il faut lire Calixte Banyafuna aussi. Le Congo, et tout ça, c'est souvent des positions extrêmes dans l'analyse sociale, mais c'est intéressant à lire pour comprendre ce paysage politique congolais qui est très complexe en réalité. Moi, je lis tout le monde. C'est ce qui fait que vous allez avoir un peu de recul dans les analyses politiques. Si vous vous contentez d'un courant idéologique précis, en général, vous passez à côté. Si vous étiez chrétien, je m'en vais vous poser une question. Le monde catholique pleure Benoît XVI, avec tous les scandales qu'il y a eu pendant son pontificat. Que vous inspire-t-il? En tout cas, c'est une autorité politique. Le pape, en tout cas de ma lecture historique, c'est une autorité politique qui concerne les chrétiens et les catholiques, et je ne peux que être sensible à l'état aujourd'hui des chrétiens, puisqu'ils ont une autorité politique qui est décédée. Parce qu'il ne faut pas tomber dans cette facilité de voir le Vatican comme une structure juste. C'est une structure politique quand on tient l'histoire politique du Vatican. Mais sur le plan beaucoup plus général, je suis préoccupé par les spiritualités africaines. Quelle est leur place? Nous sommes un peuple qui a connu des drames assez importants, l'esclavage, la colonisation. Ça a touché tous les compartiments de la société. Mais il y a un aspect qui est souvent évité, c'est l'aspect spirituel. Comment nous pouvons réorganiser la spiritualité africaine, y compris dans le cadre des institutions, c'est-à-dire que comment le ministère de l'Intérieur, le ministère des cultes par ailleurs, peut s'occuper de ce domaine-là. Quand vous allez dans les secteurs, dans les quartiers des fois qui sont populaires, vous voyez les Africains s'organiser au nom de la structure, au nom de la spiritualité africaine, sans aucune aide de l'État. Dans le protocole d'État, vous avez la représentation du Vatican, qui est ici à Brazzaville, vous avez les autres religions qui sont organisées, mais les spiritualités africaines
qui font partie de notre personnalité concrète, réelle, sont relégués au second plan, comme si nous-mêmes, nous poursuivons les œuvres de la colonisation. Mais bon, ça ne m'étonne pas, hein, dans les régimes de ce genre, c'est tout à fait normal. Alors, Monsieur Diogène, pendant le réveillon d'armes, le président de la République a annoncé le recrutement de plus de 1500 jeunes à l'armée. Votre réaction en tant que président de Limoja? C'est une réaction quand même difficile, parce que nous avons l'impression que l'institution militaire, en tout cas les institutions de défense et de sécurité, c'est devenu les entreprises qui embauchent le plus au Congo. Mais regardons quand même la situation. Qu'est-ce qui va développer ce pays? Ce sont les domaines d'agriculture, les domaines industriels, etc., etc. On continue à augmenter le nombre de militaires dans ce pays. Alors, vous me direz que vaut mieux prévenir que guérir. On ne sait pas si le pays sera un jour attaqué. Mais quand même, depuis 25 ans, quel est le pays voisin qui nous a menacés pour continuer à augmenter le nombre de militaires? Je vous prends un exemple. L'État congolais finance la formation des jeunes enseignants à travers la structure qu'on appelle l'ENES. Vous savez que la plupart de ces jeunes de l'ENES, alors que l'État a payé leur formation, alors qu'ils manquent d'enseignants, ils ne sont pas affectés à leur poste, ils ne sont pas enregistrés comme fonctionnaires. Et les mêmes jeunes vont poser leur candidature pour être militaires, ils sont embauchés. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Vous pensez qu'il manque de militaires dans ce pays? Je vous pose la question. Non, il ne manque pas de militaires, c'est moi à vous poser. Vous êtes d'accord qu'il manque comme d'enseignants? Mais c'est moi à vous poser les questions, même s'il manque d'enseignants. Une autre promesse, pendant le message de vœux du président de la République, la création d'une entreprise de fertilisants, d'engrais, qui sera sous peu installée à Pointe-Noire. Votre réaction, monsieur le président d'Imoja? Vous savez, le président de la République, quand il a pris le pouvoir par coup d'État, le 5 février 1979, quelques jours après ou quelques semaines après, il avait déclaré qu'un pays qui ne produit pas ce qu'il consomme est un pays qui n'est pas libre. Il n'y a pas très longtemps, il a dit encore la même phrase. Entre 1979 et 2022, je ne sais pas combien de temps ça fait, en tout cas au minimum 45 ans, ou 40 ans, si je ne m'abuse pas, en tout cas, faisons les calculs précisément, il y a un problème quand même. L'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Même être PPTE, pays pauvre, était devenu un programme de gouvernement. Pays émergent, ensemble poursuivant la marche, jusqu'où on ne sait pas. Le président doit quand même arrêter d'annoncer comme ça, qu'il fasse. Alors, donc pour vous, c'est du divertissement? Vous ne cas, prenez pas le président au sérieux? Ah non, c'est pas qu'on ne le prenne pas au sérieux, pas contre sa personne. Simplement, les programmes qu'il a proposés avant, pour lesquels on a fait un grand renfort de publicité avec les frais de l'État, on n'en voit pas. Le Congo, en 2023, continue, en tout cas, importe à 95% ses produits alimentaires. En 2023. Moi, je veux bien des engrais. Il n'y a pas de problème. Mais regardons quand même la réalité en face. Nous sommes un pays qui, en Afrique équatoriale, nous sommes bordés par l'océan. Nous avons des grands cours d'eau qui jonchent notre pays. Nous importons des légumes. Des légumes. C'est pour cela qu'il faut faire un ministère de la décolonisation, pour prendre notre responsabilité, pour arrêter c'est même honteux de continuer à dire au XXIe siècle que si nous n'avançons pas, c'est à cause des autres. Non. Il y a des élites, des oligarques dans nos pays africains, comme dans le cas du Congo, une caste qui se tient, qui conserve en tout cas le pouvoir, et qui nous raconte un peu des bobards. Le roi du football, le roi, s'en est allé. Certainement vous l'avez aimé, vous avez suivi quelques séquences. Quelle est votre réaction à propos de la disparition du roi Pelé? Bon, c'est toujours difficile parce que personnellement, j'ai vu toute la Coupe du Monde 86 ici au Congo-Brazzaville. À l'époque, on avait déjà des télévisions. Ça se passe au Brésil.
Non, c'est Mexico. Au Mexique. Mexico. Mexique. J'ai suivi quasiment tous les matchs. Nous avions l'avantage, pour cette époque-là, je devais avoir 10 ans ou 9 ans, je ne sais plus, à cette époque-là, avant la Coupe du Monde, on faisait l'histoire du Roi Pelé. On avait une seule télévision, Télé Congo, qui montrait tous les matchs du Roi Pelé. Durant le mondial et même après le mondial. Alors, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, nous autres, nous avons eu la chance, pas d'avoir vu Pelé jouer. Mais à l'époque, Pelé, c'était le chef, enfin en tout cas, le chef du marketing du football mondial. On a été donc bercé par les images du Roi Pelé. Et le voir partir, ça fait quand même quelque chose. Et puis, en plus, bon, le symbole que ça représente. Moi, je suis panafricaniste. Je suis très sensible à la notion d'afrodescendance. Tous les peuples africains qui ont été arrachés par les raisons que vous connaissez, qui ont peuplé l'Amérique du Sud, l'Europe, etc., etc. Le Roi Pelé, c'était le visage de l'afrodescendance. Et le Brésil a une place particulière dans cette histoire. Et voir un Africain, en tout cas un descendant d'Africain, noir, à cette époque-là, alors que la discrimination, le racisme battait son plomb au Brésil, en Amérique du Sud en général, être le roi, être vénéré par tout le monde, quelles que soient les couleurs de peau, ça fait plaisir. Nous ne pouvons pas finir ce programme sans pourtant parler l'un de vôtres. Vous êtes panafricaniste. Il y a quelques mois, nous avions pleuré, ou un mois déjà, Kalala Omutunde. Vous l'aviez connu. Quels sont les souvenirs que vous gardez de lui? Parce qu'il est panafricaniste, il fut panafricaniste comme vous. Alors, peut-être ça va vous surprendre, c'était vraiment un compagnon. Moi, je l'ai reçu chez moi à Toulouse plusieurs reprises, dans mon salon. Il n'était pas encore le Kalala Omutunde, hein, il y a 20 ans déjà. Nous avons ensemble, avec d'autres en France, organisé le panafricanisme. Aujourd'hui, je vois souvent des personnes qui se mettent spécialistes du panafricanisme, historiens du panafricanisme. Dites-leur quelque chose. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que Kalala Omutunde, c'est d'abord un compagnon, c'est un frère. Donc, les gens qui le connaissent par des développements sur Internet, parce qu'il avait une capacité de nous faire la narration de l'histoire comme personne ne pouvait faire. Mais nous l'avons connu, en tout cas moi personnellement, de façon individuelle. Et c'est une douleur personnelle d'abord, quand j'ai appris sa mort. Et quand ça a été confirmé, c'était vraiment difficile. Je pense que c'est l'une des figures du panafricanisme contemporain qu'on aura du mal à trouver. Parce que il avait une façon particulière de conter, de raconter l'histoire, de diffuser que personne parmi nous ne sait faire. Et en cela, il est unique. Je ne peux que lui souhaiter dans le monde des ancêtres de trouver sa place. Il a sa place. Il faut continuer le combat. Il faut continuer à diffuser le panafricanisme. Les Africains du continent, avec l'histoire de Kalala Omutunde, doivent se rendre compte que nous avons une responsabilité particulière par rapport à nos frères des Antilles, l'Amérique du Sud. C'est eux qui viennent nous redonner l'amour du continent. Souvent, nous-mêmes qui sommes sur le continent, on n'a pas conscience de ce que nous avons. Eux pleurent de revenir sur le continent. L'Afrique doit comprendre que si elle ne se développe pas, c'est l'image des Noirs dans le monde qui sera encore dégradée. Si l'Afrique se développe, elle est puissante et forte, tous les Noirs du monde seront fiers de nous. Vous le savez très bien. Lorsque les Européens sont dans le monde, on associe à eux la force, la puissance de l'Europe ou des États-Unis, etc. Des fois même, on dit du monde blanc en général. Donc l'Afrique aussi a une responsabilité dans ce sens, parce que les images comptent. Si nous sommes forts ici, nous sommes développés, les Africains seront respectés, en tout cas les Afro-descendants, les Noirs dans le monde seront respectés à travers le monde. Ça donne une responsabilité, en quelque sorte. Alors, M. Diogène, y a-t-il une démarche pour devenir panafricaniste? Si on a, proposez-nous la recette. Le panafricanisme, tel qu'on le voit aujourd'hui développé, c'est une porte d'entrée, parce que le panafricanisme est tout un monde derrière. C'est la seule idéologie qui s'appuie sur notre propre expérience historique comme peuple dans ce bas monde. Donc, pour aller vers le panafricanisme, il ne faut pas chercher à aller loin, c'est-à-dire qu'il faut poser des questions simples, des questions d'où nous sommes venus, pourquoi nous en sommes là, pourquoi on nous appelle des ethnies, pourquoi nous avons des États morcelés,
des questions simples et fondamentales qui ne sont pas biaisées par des fois nos conflits assez pollués. Oui, mais parce qu'il arrive, lorsque Absolument. nous regardons, nous suivons vos débats en tant que panafricanistes sur la toile, c'est ces petites questions-là qui sont soulevées et que ça nous gêne, nous qui ne sommes pas panafricanistes. Raison pour laquelle je vous pose la question. C'est comme si une démarche existerait et qu'il y a ceux qui se sentent être rejetés, il y a d'autres qui s'en approprient et que, il y a des super certainement panafricanistes. C'est la question qu'il y a. Non, c'est un mauvais angle. Un panafricaniste qui exclut les autres Africains, à mon avis, c'est pas la bonne démarche. Le panafricaniste doit rassembler. Le panafricaniste est celui qui a compris que les conséquences de l'histoire ont encore un poids aujourd'hui sur notre présent, en quelque sorte, sans faire du passéisme. La plupart de ce que nous vivons comme difficultés sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan etc., ont quand même des explications dans l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans l'histoire, il faut trouver des solutions. Donc, quand les panafricanistes excluent, ils ont raté leur mission. Un panafricaniste doit unir, doit rassembler, doit faire la pédagogie. C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est une idéologie qui permet à chaque Africain de se demander, est-ce que je suis souverain? Est-ce que je suis responsable de mon avenir? Est-ce que je peux définir moi-même ma propre trajectoire future? Si je ne peux pas le faire, il y a un problème. Donc, ce n'est pas contre l'état de droit, ce n'est pas contre les droits sociaux et économiques, ce n'est pas contre une ethnie, au contraire, c'est pour unir. Le panafricanisme, c'est aussi pour dire fondamentalement, je suis moi, mais l'altérité compte, c'est-à-dire que l'autre Africain compte. C'est pour cela que quand les chefs d'État africains, qui sont qualifiés de tribalistes dans leur pays, vont à Addis Abeba, à l'Union africaine, pour dire qu'ils sont panafricanistes, ils ne rendent pas service au panafricanisme. C'est pour ça que les gens se détachent du panafricanisme. On ne peut pas être un panafricaniste, être un tribaliste chez soi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas unir l'Afrique en faisant le tribalisme chez soi. C'est pour cela que nous disons que le lobby tribal et sa clientèle qui dirige le Congo ne peut être panafricaniste. Votre aisance à répondre à toutes les questions nous emmène à rester longtemps, mais on ne peut pas le faire. Je vous donne l'occasion de clore cet entretien. Peut-être qu'il y a une préoccupation qu'on n'a pas eu l'occasion de soulever, à vous de la soulever. Et M. Diogène, vous avez le dernier mot. Je terminerai cet entretien d'abord en vous remerciant, en disant aux Congolais, comme aux Africains en général, que 2023 doit être une année de résilience, de lucidité et d'action. Ceux qui, la caste qui gouverne, qui a confisqué tout, ne va jamais se fatiguer de dominer. Ceux qui dominent ne se fatiguent jamais. Un peuple, lorsqu'il est fragilisé, lorsqu'il baisse les bras, il est dominé, il est aliéné, il est pillé, il est martyrisé. Le peuple congolais doit être d'abord résilient, ça veut dire résistant. Lucide, voir la réalité en face. Qui est responsable de ma situation? Et enfin, doit passer à l'action. Il peut s'inspirer de ce mythe, en tout cas de ce mythe agraire, le plus ancien de l'humanité, le mythe osirien. Le mythe osirien, c'est un mythe qui est tourné autour de la figure du laboureur patient de la vallée du Nil, hein, qui, une fois qu'il a coupé le grain, en tout cas, il a mis sous terre, il a fait la semence, il a coupé avec de la fossile de façon ritualisée, et puis après, le grain a poussé, a germiné, a fait la résurrection. Le mythe osirien, il faut le faire de façon répétée. Quand on voit les monuments égyptiens, par exemple, ça nous montre à l'infini ce mystère qui fait l'analogie entre notre destinée humaine et la vicissitude végétale autour de ce mythe agraire. Et il faut le faire de façon répétée. Donc le peuple africain, le peuple congolais doit se battre, doit jamais dormir. S'il dort, on va le martyriser. S'il dort, on va le dominer. Il faut continuer sans cesse à lutter. C'est qu'à cette condition, de cette répétition sans fin, que la victoire sera au rendez-vous. Merci. Je vous en prie.